Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects ou Acrobat Reader, vous avez tous déjà au moins entendu parler des logiciels d'Adobe. Vous avez sûrement hacké une licence Adobe aussi. On peut pas dire qu'ils ont le monopole des logiciels de création, mais presque. En vrai, c'est les plus stylés. Tout le monde les adore. Ils ont vraiment un logiciel dans chaque domaine, photo, vidéo, interface, marketing, cloud. Ils ont même racheté Magento. Vous pouvez faire des sites e-commerce grâce à eux, quoi. Ils sont partout. C'est même eux qui ont inventé le format PDF. Mais comment ont-ils fait pour être autant présents? Eh bien, on va tout vous raconter et vous allez voir qu'en vrai, ils sont surtout beaucoup de flair et beaucoup de pognon. Et ils sont très intelligents. Let's gong! Comme toute bonne histoire de rêve américain, ça a commencé dans un garage. C'est pas que les mecs n'avaient pas de quoi se payer des locaux, mais c'est vrai que les garages, il y en a beaucoup en Californie. Hein. Ils ont des énormes bagnoles, alors les garages sont gigantesques. C'est hors sujet. On est en 1982, soit 12 ans après la création d'Unix, et John Warnock et Charles Geschke se lancent. Ils fondent Adobe Systems. Leur premier produit, c'est PostScript, un langage de description de page pour les imprimantes laser, parce qu'ils bossaient tous les deux chez Xerox, un fabricant d'imprimantes pas du tout connu. Alors vous le connaissez peut-être pas, mais c'est eux qui ont inventé la souris, tout ça. En vrai, dans l'histoire de l'informatique, ils sont là partout. Vous les connaissez peut-être pas si vous êtes né après 2000, quoi. Et ils avaient déjà programmé le langage de ces imprimantes chez Xerox. Ça sort pas de n'importe où, quoi. Alors pourquoi le nom Adobe ou Adobe, hein? En fait, c'est juste le nom du ruisseau qui passait pas loin de la maison de Warnock, à Los Altos, en Californie. Faut pas chercher très loin pour trouver un nom, en vrai. Bon, au fond de mon jardin, il y a une voie ferrée, alors... Du coup, ils font leur business tranquillement et la même année, Steve Jobs va leur proposer de les racheter pour 5 millions de dollars. Imaginez, vous créez votre boîte et quelques mois après, Steve Jobs, avec son turtleneck, le fondateur d'Apple, qui à l'époque est déjà bien gros, quoi, hein, et bien successful, c'est une personne stylée, propose de vous racheter. Vous faites quoi? Comme John et Charles, vous refusez, bien sûr. Hein. Et en vrai, ils ont eu raison. Faut savoir qu'aujourd'hui, Adobe est quand même valorisé à plus de 260 milliards de dollars. C'est un peu plus, oui, c'est un peu plus. Donc ça va, c'est mieux que 5 millions de dollars. Finalement, ils ont quand même vendu quelque part, genre 19% de la valeur de la boîte. Et Steve Jobs a dû avancer les frais de 5 ans de licence PostScript. C'est pour ça d'ailleurs que PostScript est toujours super populaire sur les machines Mac et Apple. Moi, je croyais d'ailleurs que PostScript, c'était quelque chose qui appartenait à Apple. Mais bon, maintenant, j'apprends que c'est Adobe, voilà. Et ils sont devenus la première entreprise de la Silicon Valley à être rentable, du coup, dès la première année, vu qu'ils ont facturé 5 ans d'avance. Alors avec PostScript, ils vont créer leur format propriétaire de police, le Type 1. Pas grand chose à dire dessus, à part que du coup ça a poussé Apple à créer un format concurrent, le TrueType, qui servira de base à l'OpenType et donc qui nous a permis d'avoir accès à toutes les polices auxquelles on a accès aujourd'hui. En 1987, ils vont lâcher un petit banger, ils sortent Illustrator. Ce qui est drôle, c'est que Warnock a décidé de créer Illustrator pour pouvoir faciliter le travail de sa femme, en fait. Elle est graphiste et elle s'est dit que ce serait cool de pouvoir automatiser quelques tâches. C'est d'ailleurs elle qui a designé le logo Adobe avec le gros A. Alors, en même temps, elle est graphiste. Au début, Illustrator, c'est uniquement sur Macintosh et ça arrivera sur Windows en 89. 2 ans pour l'avoir sur Windows, quand même. Comme quoi, les mecs sur Windows sont quand même toujours un peu en retard, quoi. À l'époque, les gens se plaignaient que la version 4 sur Windows n'avait pas évolué depuis la version 1.1, alors que les nouvelles versions, les nouvelles features arrivaient tout le temps sur Macintosh en premier, quoi. Donc gros flop sur Windows et les gens continuent à utiliser CorelDRAW, un autre logiciel de production graphique vectorielle que vous connaissez peut-être si vous étiez graphiste dans les années 80, j'imagine, je ne sais pas. Petite info cadeau, les animations de South Park étaient faites sur CorelDRAW au début. Voilà. Après Illustrator, qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme dinguerie? Ils sortent Photoshop, voilà, tout simplement. Premier logiciel de retouche photo, sauf qu'en fait, c'est pas eux qui l'ont créé. Photoshop, à la base, a été développé par 2 frères, Tariq et Nabil Andrieux. Ah bah, vous vous y attendez pas du tout, hein. Normal, c'est pas eux. Je disais donc 2 frères, Thomas et John Knoll. Ils l'ont développé en 87 et revendu la licence de distribution à Adobe en 88. Attention, c'est bien que la licence de distribution, hein, ils n'ont pas revendu le logiciel tout de suite. Faut savoir qu'en 90, une licence Photoshop, donc pour les particuliers et les entreprises qui voulaient l'utiliser, ça coûtait quand même 895 $ des années 90, donc je ne sais pas ce que ça représenterait aujourd'hui. Ah si, ça ferait 2000 $ aujourd'hui avec l'inflation. Hein, les Américains, ils font l'inflation à balles sur les dollars, donc ouais, 895 $, ça fait 2000 $ aujourd'hui, juste pour Photoshop.
Après, en même temps, à l'époque, on lâchait 20K pour acheter un ordinateur. Ils ont finalement revendu le logiciel à Adobe en 95 pour 34,5 millions de dollars. Un bon deal, comparé aux 5 millions de dollars et aux 280 milliards de dollars précédemment énoncés. C'est un bon deal, 34 millions de dollars. Tu peux t'acheter une maison en Californie aujourd'hui avec ça. Pareil, au début, c'est dispo que sur Mac, puis sur Windows un peu plus tard, histoire de faire une bonne réputation de merde à l'OS de Bill Gates. S'ils n'avaient pas eu Steve Jobs en actionnaire, on imagine qu'ils auraient fait exactement pareil. Après la photo, le dessin vectoriel et les imprimantes, il est temps pour eux de s'attaquer au montage vidéo, bien sûr. C'est donc en 91 qu'ils sortent Premiere. Oui, c'est le nom. C'était juste Premiere en 2003. Donc c'était Premiere jusqu'en 2003 où le nom devient Premiere Pro. À ce moment-là, vous connaissez Premiere Pro. On ne sait pas pourquoi ils ont changé de nom, mais au début c'était juste Premiere, ensuite Premiere Pro. Par contre, ils n'ont pas créé Premiere de A à Z non plus. Le logiciel était basé sur Realtime, un logiciel de montage de Super Mac, une entreprise qui faisait des clones de machines Macintosh. Et donc ils ont ajouté leur sauce, ils l'ont amélioré par-ci par-là pour en faire un fameux logiciel de montage sur lequel cette vidéo est probablement montée d'ailleurs. Petite anecdote sur Charles Geschke, Charles G nous dirons par la suite, qui en 92 se fera kidnapper dans les parkings des locaux d'Adobe. Les deux ravanceurs ont demandé une rançon de 650 000 dollars à la femme de Charles. Ils se feront arrêter par le FBI le jour où la fille de Charles leur a apporté la rançon. Bref, merci le FBI qui a encore une fois sauvé le jour. Expression francisée de Save the Day en anglais, ça ne marche pas en français. Bref, tout finit bien pour lui et sa famille, et on est bien content, parce que sinon, probablement que ça aurait changé le destin d'Adobe. En 1993, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis né quand même dans l'histoire. Faut vous ayez en tête que je suis né. Adobe, ils sont là pour en découdre, vraiment, comme tous les ans depuis leur création, en fait, ils créent tout simplement le format que tout le monde utilise encore aujourd'hui. J'ai nommé le PDF, qui est bien sûr un format pas du tout open source. Je tiens à le rappeler quand même encore, arrêtez d'envoyer les PDF aux gens qui n'ont pas de lecteur de PDF. C'est un format du coup qui permet de garder la mise en page, le style, les images d'un document à l'export, parce que c'était vraiment compliqué encore à l'époque de garder la mise en page sur un PDF quand on ouvrait sur un Word ou un PowerPoint. Et du coup le PDF il est basé sur PostScript, le format qu'ils ont créé avant. Et PDF d'ailleurs ça ne veut pas dire PostScript Document File mais Portable Document File parce que c'est pratique de le porter. Et la même année du coup ils lancent Acrobat Reader, leur logiciel pour lire les PDF, avec un Acrobat sur l'illustration à l'ouverture du logiciel. On ne sait toujours pas le rapport entre les acrobates et PDF. En 1994, Adobe rachète Eldus Corporation qui développait Freehand, un des seuls concurrents à Illustrator, du coup avec CorelDRAW et Xara Designer Pro qui est arrivé en 95. Mais la Commission fédérale du commerce américaine leur a mis un gros stop et ils les ont forcés à revendre Freehand parce que ça leur donnait un peu trop le monopole des logiciels d'illustration vectorielle. Ah là là, les États-Unis, toujours chaud sur les monopoles. Franchement, le monopole du pétrole, le monopole des logiciels vectoriels, ils sont là. En plus, ils ont été interdits du coup pendant 10 ans de racheter tout logiciel similaire au leur et Freehand a du coup été racheté en 95 par Macromedia. Vous inquiétez pas, Adobe a racheté Macromedia en 2005. Ils ont juste attendu la fin de l'interaction. Et ils ont tout simplement arrêté de développer les logiciels de ce type-là pour toujours le profit d'Illustrator. On ne sait même pas s'ils ont pris des bouts du logiciel. Petit saut dans le temps, bien sûr, mais en 2011, il y a quand même 5000 graphistes qui sont réunis et ont porté plainte contre Adobe pour pratiques anti-compétitives. Et c'est pour ça c'était pour qu'ils rendent en fait Freehand open source, parce qu'il y avait des gens qui continuaient à utiliser Freehand alors qu'Illustrator c'est vraiment mieux. Et comme Adobe a arrêté de maintenir Freehand pour que tout le monde achète des licences Illustrator, c'est exactement ce qui ne devait pas se passer, quoi. Et vous imaginez bien que Adobe n'a pas été condamné. Sinon, on ne serait pas en train de faire une vidéo. Ils étaient juste en mode complètement osef, ils leur ont dit passer à Illustrator CS4 en fait. Bon, revenons à Eldus Corporation. En plus de Freehand, il faut savoir qu'Adobe a récupéré After Effects, le fameux logiciel d'effets spéciaux et de motion design. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils n'ont pas forcément créé de logiciel beaucoup. Ils ont vraiment, Adobe, ils ont racheté tous les logiciels qu'ils font. On n'est pas vraiment sur des gens qui créent beaucoup de logiciels, on est plus sur des gens qui ont beaucoup de pognon pour racheter les logiciels créés par d'autres gens. C'est ça le truc marrant de l'histoire. En 2000, Geschke prend sa retraite et en 2001, Warnock il prend sa retraite aussi. Et le gars se dit, il y en a un qui est à la retraite, moi aussi je vais être à la retraite. Les gars ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont partis à leur prime comme on dit. D'ailleurs ils recevront tous les deux la médaille nationale de la technologie de l'innovation de la part de Barack Obama. C'est Barack Obama qui leur remet la médaille en personne en 2009. Et en 2003, ils lancent Audition, leur logiciel d'édition de son audio. C'est Audition. Sauf que vous avez compris, c'est pas un logiciel qu'ils ont inventé également. Non, ils l'ont racheté pour 16 millions de dollars. Franchement, pas cher. Vraiment, Adobe, ils étaient en mode, vous avez un logiciel cool, on a des faf,
on vous le rachète, let's go quoi. Et ça marche. À la base, le logiciel, c'est Cool Edit, qui est devenu plus tard Cool Edit Pro. Ça, c'est un truc qu'ils ont en commun avec Apple, de mettre Pro à la fin d'un truc. Le logiciel d'édition audio créé au début des années 90, Cool Edit, était disponible sur Windows en crippleware. Crippleware, ça veut dire que les logiciels étaient disponibles gratuitement, mais avec beaucoup de fonctionnalités bloquées. C'est un freeware, mais très 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 chiant, qui t'oblige à acheter du coup la version complète. C'est un peu la version light des logiciels, c'est un peu l'équivalent des applis avec des achats in-app sur ton iPhone, quoi. Donc ils ont rename Cool Edit Pro en Adobe Audition pour que les gens arrêtent de penser que c'est un énorme crippleware, hein. Et ils l'ont rajouté dans leur collection de logiciels, la Adobe CS Suite, la Creative Suite, qui est l'ancêtre du Creative Cloud. Moi, le CS Suite, je me rappelle parce que j'avais bien sûr Adobe CS2 quand j'avais 13 ans, j'avais les FAF pour l'acheter. Vous imaginez bien que je l'ai eu comme ça. J'avais pas de FAF. Ils vont croire que j'ai des FAF. Ah non, j'avais pas de FAF. On prenait pas un abonnement, mais on achetait le ou les logiciels une à la fois, et puis on achetait la suite ensemble. La Creative Cloud, c'est arrivé vraiment parce que tout le monde piratait le logiciel, parce que personne n'avait les FAF. Les années suivantes, ça va un peu s'enchaîner, du coup, les rachats avec, du coup, comme on disait plutôt, Macromedia, dont ils vont ajouter Freehand et Flash. Hein. Flash, parlons-en, hein, c'est la techno qui servait à faire les 3/4 des animations sur le web jusqu'en 2011, hein, où vraiment la moitié des sites web en 2011 utilisaient le Flash. Flash, ça avait des failles de sécurité, certes, ça amenait des failles de sécurité, c'était aussi très 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 lourd, ça demandait beaucoup de ressources. Et puis les éditeurs de navigateurs web, ils étaient obligés d'acheter la licence pour Flash également. En 2016, il y avait plus de 10% des sites web qui tournaient sur Flash, et même Steve Jobs à un moment a dit on arrête de faire tourner Flash sur les MacBooks, barrez-vous quoi. Et du coup, Adobe, en 2020, ils ont arrêté d'utiliser Flash. Et c'est plutôt une bonne chose pour le reste du monde. Pendant ces années, ils continuent à acheter plein d'autres sociétés. Par exemple, Omniture en 2009 pour quasiment 2 milliards de dollars. Demdex en 2011. Hein. Nitobi Software en 2011 également. Et aussi Behance en 2012, la plateforme qui partage des portfolios pour 150 millions de dollars. C'est pas un souci pour eux, les FAF. Hein. 150 millions par ici, 2 milliards par là, ça, c'est lourd. C'est du lourd. Et c'est également en 2011 qu'ils vont lancer la Creative Cloud pour remplacer la Creative Suite CS. Et donc ils introduisent l'abonnement pour leur logiciel ainsi que le stockage de données dans le cloud. Tout allait très bien, mais à partir de 2011, ils vont enchaîner un peu les problèmes. Déjà en 2012, les hackers ont réussi à pirater les systèmes d'Adobe et les certifications de logiciels. Et Adobe, c'est pas cool. Parce qu'ensuite, ils peuvent déployer des malwares qui sont reconnus comme étant des logiciels certifiés Adobe et ils en ont déployé deux. Ah, compliqué quoi. Bon, apparemment, pas trop de dégâts, hein, sauf pour vos données, bien sûr. Et après, ça a servi de leçon aux autres, hein, parce que par exemple, LinkedIn, quand ils ont perdu leurs données, eh ben non, c'était pareil. Voilà, salez vos mots de passe, allez voir la vidéo sur le salage de mots de passe, elle est sur la chaîne un petit peu plus loin. Elle est un peu compliquée, mais bon, c'est vrai que si c'était un sujet simple, Adobe l'aurait fait. Et LinkedIn aussi. Adobe a pas trop communiqué là-dessus, bien sûr, hein, mais c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le RGPD déjà pour commencer. 2013, le drame encore, hein, je vous disais, les hackers, ils vont accéder aux infos de paiement et de connexion de près de 3 millions d'utilisateurs. Enfin, 3 millions, c'est le chiffre communiqué par Adobe au moment de l'attaque, sauf qu'en fait, il en découvrira plus tard qu'il y en avait 40 millions qui ont été touchés, hein, c'est 42 millions, je pense même. Et au final, Brian Krebs, de Krebs on Security, un journaliste spécialisé en cybersécurité, aurait apparemment pu avoir accès à une archive contenant des données. Il estime que c'est plus que 150 millions en fait. Il y a 15 avocats de 15 États différents des USA qui ont exigé une amende pour les 552 000 personnes touchées dans ces États. Ça a coûté à Adobe un peu plus d'1 million de dollars, soit un petit bras pour eux, quoi. Non, c'est même pas le bout de la phalange en fait. La même année, il y a 64 000 salariés de Apple, Google, Intel et Adobe qui portent plainte contre les 4 sociétés pour un accord entre elles pour ne pas se débaucher les uns les autres. Et en vrai, il y a toujours un gentleman agreement encore aujourd'hui. En 2014, elles écopent d'une amende de 415 millions de dollars. De 2015 à maintenant, il ne s'est pas vraiment passé d'événements majeurs à vous raconter, hein. Ils ont quand même racheté Photolia, un site de vente d'images pour 800 millions de dollars. C'était une boîte française d'ailleurs, Photolia. Et ils vont fermer Photolia et finalement transférer d'ailleurs toutes les photos sur Adobe Stock. Et beaucoup de systèmes de Photolia sont sur Adobe Stock aujourd'hui. Moi, j'ai des photos sur Adobe Stock. D'ailleurs, j'en ai vendu 2 la semaine dernière. Ils ont aussi racheté du coup Magento, je vous le disais tout en début de script, une plateforme de création de sites web e-commerce que vous connaissez très bien, qui est aussi un logiciel français, je crois, vu qu'il est fait en PHP. Si c'est fait en PHP, c'est probablement
accent français, montréalais ou du porno. Il collabore aussi avec Nvidia à partir de 2018 pour améliorer l'utilisation des GPU dans les logiciels Adobe. Allez voir la vidéo sur Grok sur TikTok, on en parle carrément, c'est les CUDA. Vous voyez le genre d'accélération de GPU que vous pouvez avoir dans Premiere Pro, il faut tout le temps le désactiver parce que ça bug en fait, surtout si vous avez une machine Intel M1, vous n'avez pas de CUDA, donc arrêtez d'utiliser les features Nvidia sur des machines où il n'y a pas de Nvidia, mais voilà, bon bref, ça marche. Bon, c'est également cette année qu'ils vont changer de nom, ils vont arrêter de s'appeler Adobe System Incorporated et s'appeler juste Adobe Inc. En septembre 2022, donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps, parce que là on est vraiment sur une date après le Covid. Donc tout ce qui est après le Covid, c'est il n'y a pas longtemps. En septembre 2022, Adobe, ils sont en pourparlers pour faire l'acquisition de Figma, le logiciel de maquettage d'interface pour la modique somme de 20 milliards de dollars. Avant Figma, tout le monde utilisait bien sûr Sketch, ou Illustrator ou Adobe XD. Et finalement, en décembre 2023, ils annoncent que le deal ne se fera pas. Ils vont pas racheter Figma. C'est probablement parce qu'ils avaient peur de se faire éclater comme pour Freehand à l'époque. La commission de régulation européenne, elle avait prévu de leur taper sur la gueule. Il y a même une commission à Londres qui a mené une enquête quant à ce rachat et Adobe a vraiment proposé en contrepartie d'abandonner XD, mais ça suffisait pas comme compensation. Alors Adobe, ils ont carrément proposé de ne pas mettre Figma dans la cible créative. Vraiment, ils ont vraiment tout proposé. Et vraiment, ils ont dû abandonner et verser 1 milliard de dollars à Figma. Parce que du coup, ils n'ont pas pu les racheter. Donc pour dédommager Figma, ils leur versent 1 milliard de dollars. C'est comme quand tu as prévu, tu as signé l'accord pour acheter ta maison. Finalement, si tu achètes pas la maison, tu dois de l'argent au mec qui vend la maison. Je vous donne l'info si jamais vous achetez des maisons. Les Illénials, normalement, vous faites pas ça, mais je sais pas pour les autres. Vous savez tous l'histoire de cette société qui voulait probablement le monde Chico et tout ce qu'il y a dedans. Il faut savoir que John Warnock et Charles Gage sont tous les deux décédés. Charles en 2022 et John en août 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris des choses. Abonnez-vous, likez, partagez l'épisode si vous avez envie. Moi, ça me fait plaisir en tout cas, ça fait zizir à tout le monde. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du sujet et s'il y a des sociétés, des technos. Moi, je trouve ça intéressant d'étudier l'histoire des logiciels quand on est développeur ou informaticien. Dites-moi si ça vous intéresse. On fait ça, on fait d'autres vidéos. Voilà. Bisous!